Les courants marins vont-ils changer? Cela est parfaitement possible et pourrait engendrer des répercussions majeures sur le climat des zones côtières proches des courants concernés. En effet, les grands courants océaniques ne sont pas indifférents aux conditions climatiques des zones qu'ils traversent, et nous savons par ailleurs, par l'étude du passé, que certains de ces courants sont bien moins stables qu'il n'y paraît. Le Gulf Stream, par exemple, a subi d'importantes modifications à de nombreuses reprises durant les 100 000 dernières années. Il existe deux grandes catégories de courants marins. Première catégorie, la circulation océanique horizontale, notamment celle à grande échelle qui est généralement mise en mouvement par les vents, les Alizés, les 50e hurlants, etc. Comme par exemple le Gulf Stream ou le courant du Labrador. C'est celle-là que l'on voit dessinée sur les cartes. Les courants qui vont des profondeurs des océans vers la surface puis replongent vers les profondeurs, ils sont mis en mouvement, eux, par la différence de température, l'eau froide est plus dense que l'eau chaude et ou de salinité. L'eau salée est plus dense que l'eau douce, entre les différentes couches de l'océan. Lorsque la circulation horizontale amène de l'eau dense au-dessus d'une couche qui l'est moins, l'eau de surface plonge alors vers les profondeurs et met en mouvement une telle circulation verticale. Les courants les plus profonds de cette catégorie portent le nom de courants thermo-halins, voire ci-dessous, et d'autres, qui vont un peu moins en profondeur, portent le nom de circulation thermocline. Les scientifiques aiment bien ça, les noms compliqués. Il est facile de voir que l'on retrouve dans ces deux termes la racine thermo, qui signifie chaleur. Sur ce schéma, on voit le panorama simplifié des différents courants se produisant à la surface et les couches plus ou moins profondes de l'océan avec des durées de cycle, c'est-à-dire le temps approximatif qu'il faut à une molécule d'eau pour se retrouver au même endroit après avoir fait un tour complet. Ce qu'on appelle la zone photique, mais encore un terme compliqué. La zone photique est traversée par la lumière à peu près pendant les 100 premiers mètres d'épaisseur. L'un de ces courants est particulièrement important pour l'océan mondial. Il s'agit de la plongée des eaux de mer en Norvège et en mer du Labrador durant l'hiver. Les eaux de surface qui remontent l'Atlantique par le biais du Gulf Stream se chargent en sel à cause de l'évaporation. Une partie de l'eau évaporée retombe sur l'océan bien sûr, mais une autre partie retombe sur les continents et n'est redistribuée que plus tard, et deviennent plus froides. Chacun de ces phénomènes contribuant à les rendre plus denses. Au moment de l'hiver, près du pôle, une partie du sel contenu dans l'eau de mer, qui gèle, pour former la banquise, est expulsée et renforce encore la salinité de l'eau de mer qui ne gèle pas, laquelle se met alors à être tellement dense qu'elle plonge vers les profondeurs. On parle de formation d'eau profonde pour désigner ce phénomène. Le point capital, c'est que les courants de surface de l'océan mondial et cette plongée des eaux dans la mer de la Norvège sont interconnectés. Le courant thermo-halin sert de moteur à une partie de la circulation océanique globale, ce qui est illustré par le petit graphique ci-dessous. Sur ce graphique, on voit le schéma représentant la circulation océanique mondiale qui brasse entre elles les eaux des différents océans du globe et des diverses couches de l'océan. Il n'y a que deux endroits au monde où s'effectue la formation d'eau profonde, pour l'essentiel dans la mer de Norvège et la mer du Labrador qui encadre le Groenland, et pour une petite partie près de l'Antarctique, dans un endroit appelé la mer de Weddell. Or, ces courants verticaux, on parle aussi de courants convectifs, sont très sensibles à de petites variations locales de température. Par exemple, l'une des premières étapes du phénomène El Niño est un réchauffement modeste, on parle de 2 ou 3 degrés, de la température de surface du Pacifique Est, et cela suffit à affecter significativement la circulation thermocline à cet endroit-là, avec des répercussions importantes sur les ressources de poissons et des répercussions majeures sur le climat des pays andins. Incidemment, notons que d'augmenter la température de surface de 2 à 3 degrés sur une zone du Pacifique suffit aussi pour engendrer des catastrophes diverses à des milliers de kilomètres de là, ce qui illustre toute la difficulté qu'il y a à prévoir précisément l'ampleur et la localisation des éventuelles conséquences catastrophiques dans le cadre du réchauffement climatique en cours. Pour en revenir au courant, une perturbation de la circulation thermo-haline, voire son arrêt, pourrait parfaitement se produire à l'avenir. En effet, nous avons vu que le réchauffement sera particulièrement marqué près des pôles et concernera donc la mer de Norvège de manière significative. Or, si l'eau s'y réchauffe en surface, elle deviendra moins dense. Il faut que la banquise se forme pour libérer un surplus de sel, augmentant brusquement la densité de l'eau de surface.
Or, si la formation de banquise devient de plus en plus difficile, il y aura de moins en moins de sel disponible. Le changement climatique devrait se traduire par une augmentation de la pluviométrie aux hautes latitudes, notamment dans le nord de l'Europe et du Canada, ce qui va provoquer un apport d'eau douce dans l'Atlantique Nord, et ne sera peut-être pas compensé par l'évaporation supplémentaire, l'ensemble pouvant diminuer la salinité et donc la densité de l'eau de surface sous les latitudes. Ces trois phénomènes pourraient atténuer ou supprimer la formation d'eau profonde dans les mers qui bordent le Groenland et déstabiliser par la suite l'ensemble de la circulation mondiale. On voit sur ce graphique l'évolution simulée du flux nord-atlantique, appelé overtuning in English, et qui se mesure en Sverdrup, du nom du gars qui a inventé ça. Quand je dis que les scientifiques ont l'habitude de trouver des noms compliqués à des choses simples, je pense pas que je me trompe beaucoup. Donc, l'abrégé de ce code, c'est SV. Donc, on parle de 1 million de mètres cubes. 1 SV, c'est 1 million de mètres cubes par seconde. Selon les modèles, dont les sigles barbares sont en légende, avec les émissions de gaz à effet de serre qui doublent jusqu'en 2100, puis une concentration qui reste constante jusqu'en 2200, la circulation actuelle est de 12 à 25 SV, c'est-à-dire 25 millions de mètres cubes seconde. Cette fourchette est donnée par les barres noires situées à droite, juste à côté de l'échelle. Attention, les simulations partent de 1900 pour voir si elles reflètent correctement les observations entre 1900 et 2000. Il est facile de constater que les simulations qui prédisent un effondrement de la circulation nord-atlantique avant 2100 sont déjà hors d'observation en 2000. Les simulations les plus pessimistes, parmi celles restant compatibles avec les observations en l'an 2000, pronostiquent une diminution de 50% du flux océanique nord, ce qui est déjà considérable, mais pas d'arrêt brutal. Lorsque la simulation va au-delà de 2100, avec des concentrations de gaz à effet de serre qui ne changent plus, les évolutions ne sont pas convergentes. Certaines simulations voient une réversibilité, la circulation nord-atlantique augmente à nouveau, alors que d'autres voient l'affaiblissement perdurer. Y a-t-il vraiment un risque sérieux de ralentir ou supprimer la circulation dans l'Atlantique Nord? La raison pour laquelle elle est si souvent évoquée est tout simplement que de tels phénomènes se sont produits à de très nombreuses reprises durant la dernière ère glaciaire ainsi que pendant la dernière déglaciation. Le dernier épisode de ralentissement de la circulation s'est produit il y a seulement 8000 ans, avec la déglaciation qui avait déjà commencé depuis plus de 10 000 ans. La cause de ces périodes passées a eu le plus souvent été une gigantesque débâcle d'icebergs au Groenland et sur le Canada actuel, d'où leur apparition en période glaciaire, qui a amené une quantité considérable d'eau douce dans l'Atlantique, ce qui a arrêté la plongée des eaux de la mer de Norvège pour des raisons exposées plus haut. Le dernier épisode, à moins 8000 ans, a une cause un peu différente, le déversement de l'Atlantique d'un immense lac d'eau douce situé sur le continent nord-américain, le lac d'eau douce qui contenait probablement une partie des eaux de fonte de la calotte qui recouvrait le Canada lors de la dernière glaciation. La calotte s'appelle la Laurentide. Dans tous les cas de figure, l'enchaînement a été le même. Un apport d'eau douce supplémentaire pour l'Atlantique Nord empêche la formation d'eau profonde et qui, par contre-coup, provoque un très fort ralentissement du Gulf Stream avec cette circulation thermohaline, c'est-à-dire la plongée des eaux, qui sert de pompe aspirante et attire les eaux de surface tout au nord du bassin atlantique. Ce ralentissement du Gulf Stream, a à son tour engendré une baisse massive des températures en Europe et sur la côte est des États-Unis, de 5 à 6 degrés de baisse de la moyenne actuelle, ainsi qu'une diminution de la pluviométrie d'un facteur de 2, voire plus en certains endroits, le tout survenant en quelques décennies seulement. Ces phénomènes ont reçu le nom de surprises climatiques et ont profondément déstabilisé les conditions de vie sur les deux rives de l'Atlantique. Donc là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, un réchauffement climatique pouvait engendrer un refroidissement climatique. C'est d'ailleurs assez étonnant, mais c'est possible.